Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris en Ile-de-France pour cette journée de samedi, c'est pour commencer. Pour les 9 ans de la loi Dallot sur le droit au logement opposable, un rassemblement avait lieu cet après-midi à 2 pas du ministère concerné. Nous verrons ce qui a été fait en presque 10 ans, même s'il est toujours aussi difficile de se loger à Paris et en Ile-de-France lorsqu'on n'en a pas les moyens. C'est une vente exceptionnelle d'objets ayant appartenu à Napoléon III qui sont mis aux enchères ce week-end à Fontainebleau. C'est un milliardaire américain qui fait ce don à la France. Et puis à la fin de ce journal, c'est l'un des humoristes les plus irrévérencieux que nous recevrons. Stéphane Guillon est de retour sur scène au Théâtre de Jazet à Paris avec un nouveau spectacle intitulé Certifié conforme. Rien n'échappe à son œil et à son esprit, qu'il soit de droite ou de gauche. Le public en redemande. Stéphane Guillon, bonsoir. Bonsoir Jean-Noël. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Il n'en reste plus grand-chose. La neige a fondu après avoir recouvert une partie de l'Île-de-France la nuit dernière. Les Yvelines et le Val d'Oise étaient les départements les plus touchés. Le point sur ce fugitif épisode neigeux avec Geneviève Faure et Louise Simondet. Étonnant. Alors que les fleurs de printemps sortent leurs premiers pétales, ce matin, sur les hauteurs de la proche banlieue parisienne, c'est un manteau blanc qui habille la forêt de Meudon. À Versailles, la ville s'est aussi réveillée sous la neige, une couche de 2 à 4 cm. Mais aucune difficulté pour les habitants, les services de la ville ayant procédé au salage des principaux axes de circulation. Dans les forêts, les promeneurs et joggeurs, eux, étaient plutôt ravis. C'est très joli, c'est magnifique. Voilà, on a l'impression d'être un petit peu à la montagne, on a l'impression de ne plus être à Paris là, pendant 1 ou 2 heures et on en profite à fond. Ça peut glisser et on a des chaussures assez adaptées parce qu'on a des moments de boue et des moments de neige très glissantes dans les montées et les descentes. Je suis à Versailles juste en bas, donc je viens à pied pour courir dans la forêt et puis on a fait, 12 km dans les petits chemins et sous la neige, c'est magnifique. Ce matin, sur l'autoroute A13, il fallait être prudent, mais aucune grosse difficulté n'a été signalée. Les restrictions de circulation pour les poids lourds, notamment l'interdiction de la nationale 118, ont été levées à midi. Demain, l'état du ciel et des routes sera encore à surveiller. Pour le dimanche, donc, on prévoit un temps instable avec un ciel souvent très nuageux et encore quelques averses de pluie et neige mêlées. Les chaussées pourront être localement glissantes puisque les températures seront proches de 0 degré. La semaine prochaine, lundi et mardi, devrait se dérouler dans une atmosphère plus calme, fraîche pour la saison et un ciel nuageux. Retour de la pluie prévu mercredi. Et pour ce dernier week-end de vacances, la circulation était chargée aujourd'hui en Ile-de-France. La prudence était recommandée en raison de cet épisode neigeux dont nous venons de parler. Bison Futé conseille d'éviter de prendre la route en région parisienne jusqu'à 20h ce soir. Demain, ce sera vert dans toute la France dans les 2 sens. Attention tout de même à une circulation dense dans notre région, donc pour la journée de demain. Un tout autre sujet maintenant, 9 ans après l'entrée en vigueur de la loi Dallot sur le droit au logement opposable, les associations d'aide aux mal logés appelaient familles et militants à se rassembler cet après-midi entre l'Esplanade des Invalides et le ministère du Logement dans le 7e arrondissement. Safar Barou avec Nedim Lankarevitch. Aujourd'hui, je témoigne parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je suis reconnue Dallot depuis 2009 et à ce jour, je ne suis toujours pas relogée. Comme cette femme, ils sont des milliers à attendre que la loi Dallot soit appliquée et aujourd'hui, ils ont décidé de prendre la parole. Parmi eux, Flama Diakate, en CDI dans une société de sécurité. Ce père de famille qui élève seul son fils de 14 ans est bénéficiaire de la loi Dallot. L'été dernier, la préfecture l'a pourtant expulsé de son appartement sans lui proposer de solution de relogement. Depuis, son fils et lui vivent dans une chambre d'hôtel. J'habitais à Paris dans le 18e précisément et actuellement ils m'ont envoyé jusqu'à dans un banlieue qui joue vraiment sur l'école de mon enfant parce qu'il faut qu'il soit résident de Paris pour bénéficier de cette école. Donc là, je ne sais pas à quel pied il faut danser maintenant. Expulsions illégales, dossiers qui traînent, erreurs de priorité. Selon les associations organisatrices du rassemblement, l'État est actuellement hors la loi.
On demande que le gouvernement améliore le dispositif justement pour que cette loi soit appliquée. C'est-à-dire qu'il y ait plus de moyens de relogement et qu'il y ait plus de pression sur les préfectures pour qu'ils respectent la loi Dallot. L'autre souci à l'autre bout de la chaîne, c'est qu'on a un taux de reconnaissance aujourd'hui, puisque pour être reconnu prioritaire, il faut passer devant une commission, et que depuis quelques années, et notamment cette dernière année, on a une chute dramatique du taux de reconnaissance par les commissions Dallot en Ile-de-France. Et sans cette reconnaissance du droit au logement opposable, de nombreux ménages se retrouvent hors circuit et livrés à eux-mêmes. Il y a 9 ans, en Ile-de-France, un dossier sur 2 était accepté. Aujourd'hui, seul un demandeur sur 3 obtient le statut de bénéficiaire. Et selon les associations, 98 560 familles prioritaires avaient été relogées au 30 juin 2015. Il en resterait près de 40 000 à Paris. Ce qu'il faut savoir sur cette loi du logement opposable avec Virginie de la Haute-Maison. C'est une loi qui a été adoptée juste avant la présidentielle de 2007. Un texte qui impose à l'État de garantir le droit à tout citoyen d'accéder à un logement décent et indépendant. Ainsi, l'État peut attribuer, en vertu de cette loi, 30% de HLM neufs aux mal logés. 9 ans plus tard, plus de 82 000 familles en France ont pu accéder à un logement grâce à la loi Dallot. Mais en parallèle, le nombre de recours déposés par les mal logés n'a cessé d'augmenter. Et ceux qui ont été reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable sont toujours plus nombreux et ils attendent parfois des années avant d'accéder à un logement. C'est en Ile-de-France que la situation est la plus critique. La région concentre à elle seule les 3/4 des ménages reconnus prioritaires, mais qui restent à loger. Explication de la Fondation Abbé Pierre, en Ile-de-France, il n'y a pas assez de logements, pas assez de logements sociaux et pas assez de logements abordables. Et malgré de multiples condamnations à des pénalités, l'État parfois ne joue pas le jeu. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, plus de la moitié des attributions de HLM profitent à des publics non prioritaires. Résultat, en Ile-de-France, 40 000 ménages reconnus prioritaires attendent toujours un logement. Et toujours sur cette question, les associations demandent à la nouvelle ministre Emmanuelle Causse de faire respecter la loi en augmentant la production de logements accessibles et le nombre de relogements des ménages prioritaires. À la mi-journée, sur notre antenne, le maire adjoint chargé à Paris du logement et de l'hébergement était l'invité de Samedi Politique. Yann Brossat a justifié les demandes de ces associations. Nous l'écoutons. Ces associations ont raison, on a encore trop de familles dans notre région qui vivent dans des conditions de logement scandaleuses. Je tiens une permanence tous les vendredis après-midi dans le 18e arrondissement et je suis tous les jours confronté à ces situations-là. Ce qu'il faut effectivement, c'est que l'État contribue à cet effort en finançant massivement du logement social, notamment dans les quartiers, dans les villes qui en comptent aujourd'hui trop peu et qui ne respectent pas la loi qui prévoit 25% de logements sociaux dans chaque ville. Un tout autre sujet avec cette information en bref. Le sprinter Toumani Koulibaly, champion de France en 2015, a été condamné hier à Évry à 1 an de prison ferme pour le cambriolage d'une boutique de téléphonie à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne. C'était en janvier 2014. Il avait brisé la devanture du magasin à coups de masse. Ce sera demain le dernier jour pour aller au Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles. Tous les soirs après la fermeture, c'est une autre vie qui commence lorsque les visiteurs s'en sont allés. Félix Bollez et Angèle Devecchi ont joué les prolongations. Ambiance. Nous vous demandons de bien vouloir rejoindre les sorties. Vous souhaitons une excellente... À 19h, c'est une toute autre ambiance qui s'installe porte de Versailles. Des petites mains prennent rapidement la place des visiteurs, parfois négligents, pour nettoyer les 40 000 mètres carrés du salon. Pour les exposants et restaurateurs, c'est le moment du rangement. La 12e heure de travail d'Éric se termine à la plonge, mais avec le sourire. Si on ne peut pas faire ça, il faut aller à l'école. Hein. Si on n'a pas été à l'école, il faut travailler. En revanche, le répit commence pour les animaux. Fantaisie, la vache de race normande des élèves du lycée agricole d'Yvetot, concurrente du trophée national, peut enfin se dégourdir les pattes. Ça lui permet de découvrir un peu aussi toutes les régions de France à travers le salon. Chacun fête à sa manière la fin d'une journée bien remplie en chantant à tue-tête. Ou en dansant dans les allées. Les moutons peuvent rester tranquilles, personne n'aura besoin d'eux pour s'endormir.
Allez, on passe dans une toute autre ambiance maintenant. C'est une vente unique au monde. Quelques 2000 objets, lettres, costumes, photos et portraits de Napoléon III et de son oncle Napoléon Ier sont mis aux enchères ce week-end à Fontainebleau par le milliardaire américain Christopher Forbes, le propriétaire du magazine du même nom. C'est une collection qu'il a amassée pendant 40 ans. Nicole Bappel avec Pierre-Julien Kiers. Ce début de vente à Fontainebleau est une mise en bouche pour les collectionneurs de Napoléon III. Sous le marteau de nombreux manuscrits, ils font saliver les passionnés d'histoire. Ça va dépendre un petit peu des enchères, budget limité. Donc, Qu'est-ce que vous avez repéré? j'ai repéré quelques lettres aujourd'hui du prince impérial. C'est quand même la plus belle collection privée de l'époque Napoléon III. Et donc c'est quand même un événement, on va dire. Dans cette collection dédiée à Napoléon III, quelques pépites de Napoléon Ier, comme ce certificat de mariage religieux par le cardinal Fesch de Napoléon et Joséphine. Nous commençons à 15 000. 15 000 pour cette pièce autographe. Ce certificat a été adjugé 25 000 € à un acheteur au téléphone. C'est vu, j'adjuge et pas de regret. Le choix par Christopher Forbes de vendre sa collection à Fontainebleau est une aubaine pour la France. L'État a fait savoir qu'il était intéressé par cette série de listes. Ces documents renseignent sur les invités qui étaient reçus à la cour. Christopher Forbes vient d'en faire don à la France. Si M. Forbes avait laissé ces documents aux États-Unis, s'il avait fait cette vente par Sotheby's et Christie's à New York, jamais l'État français n'aurait pu revendiquer ces documents. Au-delà de l'histoire, beaucoup de pièces émouvantes comme ces chaussons ou cet uniforme du prince impérial et certaines scènes picturales. D'abord, l'époque m'intéresse énormément parce que Napoléon III a fait énormément de choses et a été un peu méconnu. Il y a un tableau que je trouve très très émouvant qui est la scène du Bourget. Ce dimanche, près de 2000 pièces doivent partir, dont ces immenses toiles d'après Winterhalter de l'impératrice Eugénie ou encore ce portrait de Napoléon III estimé 80 000 €. Et cela nous amène à 19h et un peu plus de 11 minutes à suivre dans ce journal. Le Juste Debout, rendez-vous de la scène hip-hop est de retour à Paris. 16 000 spectateurs seront demain à Bercy. Le hip-hop, c'est aussi une école qui nous a ouvert ses portes dans le 20e arrondissement. Après 4 années d'absence, Stéphane Guillon est de retour sur la scène pour un nouveau spectacle intitulé Certifié conforme. Il fait salle comble au théâtre de Jazet à Paris et il sera dans un instant l'invité de ce 19-20. Mais avant cela, du sport et du football, 0-0 entre Paris Saint-Germain et Montpellier. Le match avait lieu au Parc des Princes. Décidément, Paris est en petite forme en Ligue 1. Un match nul peu glorieux après sa défaite face à Lyon la semaine dernière. Une performance inquiétante à quelques jours du match retour des quarts de finale de la Champions League mercredi à Chelsea. C'est vrai que Laurent Blanc avait décidé de faire tourner ses joueurs en vue de ce rendez-vous européen. Et puis toujours en football, en Ligue 2 cette fois, le Red Star qui est 3e au classement était en déplacement chez le 2e Nancy. Un match mal négocié par les Franciliens qui s'inclinent 2-0 en Lorraine. À 9 journées de la fin de la saison, les Lorrains accentuent leur avance sur le Red Star, toujours 3e, mais repoussé à 6 longueurs. Je vous le disais à l'instant, le Juste Debout, qui est le rendez-vous de la scène hip-hop, est de retour chaque année. Et depuis 14 ans, il réunit 4000 danseurs et 45 000 spectateurs dans le monde entier. À Paris, ce sont 16 000 spectateurs qui assisteront demain au show à l'Accor Hotel Arena à Bercy. Les sélections parisiennes se déroulent depuis hier. Cet événement est une vitrine mondiale pour les professionnels et les chorégraphes qui viennent recruter de nouveaux talents. À l'origine de ce rendez-vous, Bruce Ikanji, il a créé la Juste Debout School dans le 20e arrondissement de Paris. Phénomène des cultures urbaines, le hip-hop a quitté la rue et s'enseigne désormais dans des écoles reconnues. Rencontre avec Séverine Larouille et Laure Bignalet. Un battle géant, sur scène, les meilleurs danseurs de la discipline. Venus du monde entier, ils s'affrontent à coups de figure. Tous les ans, cette finale rassemble les foules, 16 000 spectateurs, un show à l'américaine qui met en avant la danse debout, un style de hip-hop. Devant le succès de l'événement, ses fondateurs ont eu une idée, créer leur propre école. Mon rêve, c'était d'avoir une école avec plein de styles de danse et tous les styles de danse hip-hop qu'on nous a jamais appris en fait. Mais avant d'être professeur, Bruce a fait ses gammes de danseurs. Tout a commencé dans les années 80 avec le graphe.
Je m'appelle Bruce, j'ai 13 ans, mon nom de tag c'est Sonneur. Le hip-hop fait alors ses premiers pas en France. La danse debout en est à ses balbutiements. Désormais, elle s'enseigne, ses cours se concentrent sur différentes techniques comme le popping. Popping, c'est une contraction musculaire sur la musique. Le break, la breakdance, le b-boying, ça se danse au sol. Et la danse debout, par définition, c'est tous les autres styles de hip-hop qui se dansent debout. Donc le popping que vous voyez aujourd'hui, et sinon il y a le locking, la house dance. Différents styles qu'ils cherchent à maîtriser. Tous ces élèves veulent devenir danseurs professionnels. Ils sont 70 dans toute l'école et viennent souvent de loin. On prend des cours pour apprendre la technique. Mais après, c'est que du ressenti. Tu gardes ton côté élégant. Toujours le groove, toujours le style. Limite, t'es en costard. Ka, 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 toum, ka, ta, ta, ta. Et dans cette danse, pam, pam, chou, chou, ka. Des codes et de la discipline. 6 heures de cours par jour. Le hip-hop se travaille désormais comme toute autre danse. L'état d'esprit qu'on avait dans la rue est resté avec nous. Seulement, on est passé de rue à salle de danse. Mais on essaie de garder quand même cette authenticité qu'on avait quand on était dans la rue à l'époque. La danse hip-hop a toujours été pour moi, depuis 30 ans maintenant, un art à part entière. Et c'est vraiment peut-être plus dans les institutions que ça a mis un peu plus de temps. Mais je pense que maintenant, on y est. De la rue aux plus grandes salles, la danse hip-hop a gagné ses galons. Elle a ses stars, comme les Twins. Ces jumeaux de Sarcelles ont été révélés par la Juste Debout. Ils ont depuis dansé pour David Guetta ou Beyoncé. Lui aussi, il a le style et il remplit tous les soirs le théâtre de Jazet. Il s'agit de Stéphane Guillon qui fait salle comble. Après 4 années d'absence, il revient avec un tout nouveau spectacle certifié conforme. Alors Stéphane Guillon, merci de faire escale sur le plateau du 19-20 avant de jouer tout à l'heure à 21h. 4 ans, c'est long, il s'est passé beaucoup de choses. Vous distribuez des roses, ne reste-t-il aujourd'hui que les épines ? Oui, c'est pas mal dit, Jean-Noël. 4 ans, oui, écoutez, je suis revenu en même temps que le président Sarkozy, en espérant que je réussis mieux mon retour que lui ne réussit le sien. Je m'étais arrêté avec lui et je reviens avec lui. Alors, on sent un spectacle qui mord sur la politique, pas seulement, parce que vous parlez aussi de beaucoup d'autres choses. On va en dire 2 mots tout à l'heure, mais c'est vrai que ça démarre très fort. C'est vrai qu'on vous a quitté avec Sarko, on vous retrouve avec Hollande, et on sent la colère, voire la déception. Je ne sais pas si je me trompe. Ça démarre, effectivement. J'avais distribué des roses le soir de la victoire en mai 2012 à mon public. J'étais sur scène le soir de l'élection de Hollande. Et donc, je démarre le spectacle par ces images et je n'ose pas rentrer sur scène. J'ai honte. Donc, je joue le personnage de mon régisseur qui me dit « Mais si, il faut y aller, il faut que tu assumes, écoute, c'est pas grave, etc. Excuse-toi, tu pouvais pas savoir, bon, etc. » Ça, c'est le premier sketch. Et après, on démarre avec une séance, ça s'appelle les Hollandais anonymes. Ouais. Ce sont des hommes et des femmes de gauche qui ont des pulsions de droite et qui essayent de redevenir de gauche. Voilà. Alors, on vous a souvent catalogué à gauche, et peut-être pas à tort, Stéphane Guillon. J'ai l'impression que dans ce spectacle, la droite et la gauche se retrouvent finalement. Non, mais ça m'a fait marrer, ça. C'est vrai qu'on m'a dit que j'étais un anti-sarkozyste primaire à l'époque de France Inter, ce qui était déjà, je trouve, assez injuste, parce que j'ai toujours, moi, eu à cœur de taper sur la droite et sur la gauche, de faire mon métier d'humoriste, parce que je pense qu'un humoriste qui est partisan, qui défend une chapelle, ne fait plus son métier, perd sa crédibilité. Et aujourd'hui, voilà, on me dit que je fais du Hollande bashing, ce qui est aussi faux et outrancier que quand on me reprochait un antisarkozysme primaire. J'essaye de faire mon métier de bouffon, de mouche du coche, comme dirait Télérama. Alors vous étiez un peu sur le fil, c'est vrai qu'on peut aussi vous attendre au tournant sur ce Hollande bashing dont vous parlez, qui n'est pas du Hollande bashing, mais qui pourrait y ressembler. Aussi, vous prenez les devants, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de recul sur vous-même. Faites votre autocritique à travers les autres et des imitations formidables que vous faites. Oui, parce qu'on a souvent reproché aux humoristes, et c'est pas totalement faux, de ne pas avoir d'humour sur eux-mêmes. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai que les humoristes, on a tendance à prendre la mouche assez vite. Il faut quand même, quand on donne des coups, s'attendre aussi à en prendre. Mais j'ai essayé, dans ce spectacle, il y a une grande part d'autodérision. Donc, et je fais moi-même la propre critique de mon spectacle à la fin.
C'est-à-dire, il y a Lou Killy qui vient, il y a Guy Bedos, je convoque Finkielkraut. C'est extraordinaire de vous voir dans ces numéros d'imitation. Non mais... Il y a Nicolas Sarkozy, et ils viennent démolir le spectacle. Et ça, c'est vrai que c'est un moment vraiment truculent du spectacle pour moi et pour les spectateurs. Alors, on sent évidemment un public qui est à l'unisson, c'est plein tous les soirs, les gens rient beaucoup, mais on sent cette phrase, comme disait l'autre, je ris de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. On est place de la République, c'est une place qui est devenue symbolique aujourd'hui. Oui, à la fois ce succès me touche et m'émeut beaucoup parce que c'est vrai que les théâtres étaient vides il y a encore un mois et demi et que là les gens viennent en nombre et pour moi c'est un petit miracle à 100 mètres de la République de réunir 600 personnes dans une salle, 2 heures de spectacle et on rit et j'ai remarqué, mais ça mes confrères vous le diront, que les gens n'ont jamais autant ri qu'aujourd'hui. Il y a un besoin de se défouler. Vous allez très très loin, parce que vous parlez à un moment du spectacle vivant, et on sent qu'il y a une espèce de frisely dans la salle, le spectacle vivant, oui. Oui, je dis c'est courageux de venir au spectacle vivant. C'est évidemment un clin d'œil à la tragédie du Bataclan. Mais je vous dis, je suis très touché par ce qui se passe. Et c'est ce besoin qu'ont les gens de cette soupape qui est l'humour, de rire de sujets très durs parfois. J'aborde la fin de vie, j'aborde plein de sujets qui, comme ça, sont tragiques. Je fais rire avec le terrorisme, mais je sens que ça leur fait du bien. Et vous riez aussi sur des sujets du quotidien. Vous êtes un anti-moderne, le tweet, c'est pas vraiment votre truc. Non, le tweet, ce qui m'amuse, c'est la bien-pensance de Twitter. Et c'est ça qui m'intéresse. Et aussi, je parle aussi de toutes les ligues comme SOS Racisme, voilà, tous ces qui ont leur utilité, mais qui ont tendance aussi à crier au loup un peu vite. Donc c'est ça qui m'amuse aussi, cette bien-pensance, le fait qu'aujourd'hui il faut peser chaque mot, etc. Merci Stéphane Guillon d'être venu nous voir. Vous êtes sur scène dans 1h30. Oui, merci d'avoir été avec nous. Je vais le dire, parce qu'avant de vous quitter, il y a un agenda, super. Et dans cet agenda, je rappelle que vous êtes au théâtre de Jazet, 41 boulevard du Temple dans le 3e arrondissement, et qu'à partir de la semaine prochaine, le dimanche, il y aura une matinée à 15h30. Voilà. Une nouvelle église également, c'est un tout autre sujet. Une église chaldéenne sera inaugurée demain à 15h30 à Arnouville. Dans cette partie du département du Val d'Oise vivent près de la moitié des chrétiens d'Orient de France. Et c'est le patriarche de Babylone qui officiera en présence du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Voilà pour ces rendez-vous, et c'est ainsi que se referme cette première partie du 19-20. Tout de suite, Catherine Matoche. Demain, dans le 19-20, nous recevrons l'écrivain Jean-Paul Kaufmann. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité.